Bunagana, 96e jour d'occupation. République démocratique du Congo. Où en sommes-nous? Batata, Bamama, Bandeko, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de nous accueillir une fois de plus chez vous. Nous allons voir l'état de la nation avec nos experts sur le plateau. Voilà, avant toute chose, laissez-moi de nouveau vous présenter nos experts sur le plateau. À ma droite, le pasteur Bobo Koyamba, du micro du pasteur Bobo. À ma gauche, M. Jean-Cornélis Nlandou, de Onesha Africa, agence congolaise de presse également. Et à la pointe gauche, nous avons M. Baudouin Amba Wechi, le Congo indépendant.com, presse écrite et en ligne. Bunagana, 96e jour. Qu'est-ce à dire? Rentrée parlementaire depuis le 15 septembre, rentrée d'une session budgétaire, le financement de la CENI, et enfin l'affaire dite Vidier-Chimanga. Avant d'élaborer sur ces 4 points, nous allons d'abord faire comme dans nos us et coutumes, voir ce qui nous a frappé durant ces derniers jours, ces dernières semaines, dans la presse nationale, internationale. Monsieur Baudouin, avez-vous un sujet qui vous a interpellé tout récemment? Oui, en fait, j'ai suivi sur micro de Pasteur Bobo ce matin Madame Justine Kazavoubou dans son intervention à la conférence sur la paix au Congo qui a eu lieu hier à Charleroi, ici en Belgique. J'ai quelques observations à formuler. En fait, j'ai retenu que pour Madame Justine Kazavoubou, les Congolais n'ont aucune part de responsabilité dans la situation de notre pays aujourd'hui. Tout, c'est la communauté internationale. Et là, moi, je m'inscris en faux. Je prends un exemple simple. Lorsque, je précise, ce n'est pas pour polémiquer avec Mme Kazavoubou, c'est juste pour faire observer à une femme publique qu'on ne partage pas la même analyse. Lorsque, en 1900, si je ne me trompe pas, 97, je crois au mois de janvier, Mme Kazavoubou, représentante de l'UDPS en Belgique, a rejoint Laurent Désiré Kabila, à la FDL, pendant que tout le monde disait que Laurent Désiré Kabila n'a pas de troupes, ce sont des troupes rwandaises qui menaient les combats. Mais Mme Kazavoubou devait le savoir. Mais en rejoignant Laurent Désiré Kabila, elle a apporté une sorte de caution à cette entreprise étrangère. Donc ça, c'est la première observation. Donc nous avons une part de responsabilité. Deuxième observation, j'ai compris que Mme Kazavoubou voudrait que la communauté internationale vienne au niveau de la diaspora choisir les gens qui ont des diplômes authentiques, selon ses expressions, pour aller diriger, parce que ceux qui sont là-bas, apparemment, n'ont pas de diplômes adéquats. Mais comment est-ce qu'on peut critiquer la communauté internationale en disant qu'elle est responsable de nos malheurs, et en même temps nous attendons de la communauté internationale de venir au sein de la diaspora pour choisir les hommes qui doivent diriger demain? Voilà un peu les 2 observations. Très bien, je rappelle juste que cette conférence internationale sur la paix était organisée à Charleroi par une association internationale sans but lucratif, COPAX, et le président d'honneur était le docteur Denis Mukwege qui a fait la note introductive de cette conférence qui a duré toute la journée et qui a été couverte par le micro du pasteur Bobo notamment. Monsieur Jean-Cornélis Nlandou, un sujet d'actualité qui vous a interpellé, que vous aimeriez partager avec nous?
Oui, Yogo, merci beaucoup pour la parole. Mais j'ai quand même deux petits sujets. Non, un petit sujet, il est social quand même, il est important. C'est le drame qui s'est déroulé à Mbouba, dans le Congo central, où un camion-citerne est entré en collision avec un autre grand véhicule, et il y a eu une flamme terrible qui dépassait 10 mètres de haut. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de blessés parmi la population, parce que dès qu'il y a eu collision, la population, évidemment, comme d'habitude, comme on le sait, s'est précipitée sur le camion citerne pour essayer de soutirer un peu de sens. Et puis... Ah, c'était un camion de carburant. Carburant, oui. Citerne qui a cogné un poids lourd. Et il y a eu une explosion, et il y a eu plusieurs morts sur place, calcinés, des images insoutenables. Bon, mais ce qui est malheureux, c'est que, vous savez, dans notre pays, là, du côté de la santé, du côté du social, ça laisse quand même à désirer. Il y a eu des motos qui ont commencé à transporter les brûlés graves vers les hôpitaux. Il n'y a pas d'ambulance du tout. On n'a vu aucune ambulance, même pas dans le lointain. Bon, ça c'est un sujet social qui interpelle quand même. Alors l'autre sujet est un peu plus national quand même, un peu plus, ça intéresse tout le monde et c'est interpellant aussi. Le président de la République qui rehausse de sa présence les obsèques de Kwedi Maiputu, qui est un acteur bien connu. Artiste comédien. Artiste comédien à la RTNC. Le président de la République qui se présente pour une gerbe de fleurs et consorts. Mais ce qui, moi, m'a interpellé, c'est qu'il y a un ministre de la Culture, il a un conseiller à la Culture, mais pourquoi il doit assister à tous les enterrements? Et puis, un autre incident qui est arrivé sur place, c'est que les agents de la RTNC ont profité de l'occasion pour lui présenter des doléances, mais alors en cascade et en désordre. Évidemment, le ministre de l'Information était un peu gêné. On a vu le sourire jaune du ministre à la télévision, parce que les agents de la RTNC ont présenté des doléances que le ministre, lui, devait présenter au président, qu'il a caché. Et le ministre était même pris à partie, parce qu'il paraît qu'il y a eu des détournements d'argent d'après les agents, et ainsi de suite. Donc voilà. Voilà un peu une présence du président qui gêne un peu. Merci. Ça gêne aussi le ministre. Merci, M. Nando. Pasteur Bobo. Moi, deux petits sujets. D'abord, l'élection présidentielle de 2023 approche à grands pas, comme on dit, horizon 2023. Je vois Fayulu aux États-Unis, qui sera probablement aux États-Unis à l'Assemblée nationale des Nations Unies. L'Assemblée générale des Nations Unies. Le 20 septembre. Et puis il y a le Dr Mukwege qui était à Bruxelles, à Charleroi, hier, où tout le monde attendait, tout le monde croyait qu'il allait annoncer sa candidature, mais ce n'était pas le lieu, ce n'était pas le cas. Donc je vois, ça bouge, ça sera très chaud. Horizon 2023. Élection présidentielle 2023, ce sera très chaud, et de plus en plus, on voit beaucoup de personnes s'intéresser à Horizon 2023. J'en profite pour dire aux autres, distribuer, partager Horizon 2023. Deuxième sujet, c'est beaucoup plus la sortie médiatique de Bobby Lador. J'ai vu ça, j'ai dit que Bobby Lador... Non, l'ancienne première dame. L'ancienne première dame, Bobby Lador, la femme de Mobutu. C'est ça. Bobby Lador a réussi sa sortie. Ça a été médiatique. Elle a été bien coachée. On voit avec les Ngawali et les autres, c'était très bien. Ngawali qui est donc qui est la fille aînée du président Mobutu. Non, la fille aînée du président Mobutu. Et la fille de la femme rivale de Bobby. Bon, ça c'est leurs affaires, mais voilà. C'est la fille aînée de la famille. La famille est divisée. Donc, c'est pas la fille aînée. Non, parmi les filles.
Parmi les filles aînées. C'est pas l'aîné de la famille, c'est la fille aînée. Ah oui, c'est l'aîné des filles, en fait. Donc, l'image, Bobby a vu à sa sortie, c'était vraiment bien, et puis elle dit, pas politique, qu'on parle de Mobutu, comment il a été lâché par ses amis comme Yadima, et puis Omar Bongo, on voit un Marocain, Hassan II, je dis respect, des fois nous critiquons les Arabes, mais on dit respect aux Arabes, on voit Hassan II qui accepte. Venez chez moi, les Américains et les Français n'ont rien à dire, venez. Et Mobutu est là-bas jusqu'à aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, merci à vous trois. Entrons dans le vif du sujet, donc l'actualité. Le territoire de Bunagana, 96e jour, 96e jour d'occupation, 3 mois et 4 jours. Je vous demande à chacun de commenter en quelques minutes cet état de fait. Une occupation claire et nette qui perdure. Pasteur Bobo, vous qui avez la voix encore chaude. Bunagana a toujours occupé, 96e jour, 3 mois et 4 jours. J'aime beaucoup comment vous présentez 3 mois et 4 jours. J'ai été agréablement surpris d'écouter de la bouche du chef militaire du Nord Kivu que Bunagana est toujours occupé. On va tout faire pour répondre à Bunagana. Je dis ouf, enfin. Parce que c'est comme si ils avaient oublié Bunagana, personne n'en parlait. C'était. On parlait d'autre chose. Nous aimerions bien que tout le pays, en commençant par le président de la République, tous les Congolais puissent savoir que Bunagana est occupé par les Rwandais et que nous devons le récupérer. Tout à fait. J'en profite aussi pour féliciter le Dr Mukwege où hier à la conférence, il a cité nommément le Rwanda qui nous agresse et il est appliqué. Tout à fait, le gouvernement lui aussi a fini par le reconnaître, la présidence de la République également, si on peut la dissocier du gouvernement. Peut-on dire que c'est parce que le pays est trop grand que les gens ne se sentent pas tellement concernés par ce fait? Monsieur Cornelis Landou, Monsieur Baudouin-Mba? Oui, je crois que l'histoire de Bunagana, c'est une nébuleuse quand même. Hein, parce que, vous savez, on nous avait habitués à ce narratif-là du gouvernement. Chaque fois qu'il y avait une situation, c'est un nouveau système que le ministre de l'Information avait instauré. Communiquer, dire ce qu'il y a. Et depuis un bout de temps, nous l'avons dit ici la fois passée, depuis un bout de temps, on a oublié Bunagana. Pourquoi? On n'en parle pas. Le militaire qui avait l'habitude de communiquer, et d'ailleurs moi, sur ma page Facebook, je m'étais dit que il ne faut pas pleurer, il faut plutôt agir. Ouais. Et, ils avaient l'habitude de communiquer. Aujourd'hui, même la communication militaire, le pasteur Bobo vient nous dire qu'il vient d'entendre que c'est intéressant, mais en tout cas, on était habitué à voir la communication militaire et le narratif de notre ministre de l'Information, et tous les deux ont disparu des radars. Et ce qu'il faut dire, c'est que 96 jours d'occupation, c'est quand même trop, parce que c'est le temps suffisant et peut-être insuffisant pour que Bunagana s'organise autrement. Aujourd'hui, les assaillants ou les occupants... Les occupants, il n'y a pas d'autre terme. Oui, les occupants ont organisé Bunagana. Ils ont ouvert le poste frontière, le service de douane fonctionne avec des recettes, ainsi de suite. Ils ont même chapeauté la rentrée scolaire avec... Une véritable occupation, donc ils sont chez eux. Mais oui, ils ont organisé l'administration, ils ont nommé, ils ont, parlons des enfants, la rentrée scolaire avec des frais scolaires. On entend dire qu'ils sont payés par le Rwanda, les fournitures scolaires gratuites, et ainsi de suite. Et donc, je ne vais pas aller trop loin, je crois que quelque part, nous devons nous dire que nos autorités ont fauté quelque part. Ils ont beaucoup fauté.
Nous disions la dernière fois, le tigre ne crie pas sa tigritude. Oui, il tue sa proie et la mange. Pour tuer sa proie. Voilà, ça c'est vous les Soyinka. Monsieur Baudouin-Amba. Aux dernières nouvelles, il semble que le front congolais a disparu. De Bunagana. De Bunagana. Maintenant, les habitants, du moins ceux qui restent, utilisent le shilling ougandais, le franc rwandais et le dollar. À Bunagana. À Bunagana. Et ça, c'est un correspondant de Radio Okapi qui l'a dit. Donc c'est une occupation totale. Il ne reste plus qu'ils aient leur drapeau aussi, finalement. Ils s'organisent. Bon, moi je dirais toujours que je vais insister sur deux éléments. Premier élément, il y a le déficit au niveau de la communication gouvernementale. Même si on peut nous opposer le secret militaire, secret défense, mais on doit quand même informer la population. Ce sont des affaires publiques, on doit savoir où en est-on. Le président ukrainien, entre parenthèses, communique régulièrement. Absolument. Voilà. On doit informer. L'information, c'est un facteur de paix. Donc il y a cet élément de déficit de communication. Et puis l'autre élément que je ne cesserai de taper dessus, sur lequel je ne cesserai de taper, c'est que l'AFDL, avec les Rwandais, ont détruit ce qui nous restait comme socle de notre armée. Tout à fait. En envoyant 42 000 à 43 000 de nos forces armées zaïroises, dans un camp de concentration à Kitona. C'est très grave. Plusieurs milliers de nos militaires formés dans les grandes académies militaires ont péri de dysenterie, de choléra, de malnutrition. Donc, je crois qu'on peut tout dire. Mais Joseph Kabila faisait semblant d'avoir une armée. C'était une armée de parade pour les défilés militaires. Mais ce n'était pas une force dissuasive. Et c'est ce que Félix est en train de vivre. Il essaye de former des gens. Vous parlez de Félix Tshisekedi, le président de la République. Merci. Donc, le problème, c'est ça. Donc, je crois que quelque chose se prépare, mais il faut quand même informer la population de ce qui se fait, disons, dire ce qui est moins secret. C'est ça, la guerre a plusieurs dimensions. Elle peut être sur le terrain militaire, elle peut être communicationnelle, médiatique, psychologique. Est-ce que ne peut neutraliser les infiltrés, les militaires infiltrés? C'est une question de travail sur les renseignements, donc il faut voir. Jusqu'à quand? Et puis, je voulais aussi relever un élément, c'est que la fois passée, nous avons dit que selon les dernières nouvelles de l'armée, ils sont à quelques 7 km de Bunagana et bientôt ils vont attaquer. Donc il y a 2 semaines de cela. 2 semaines se sont écoulées. 17 septembre aujourd'hui. Je me pose la question de savoir maintenant s'ils sont à 1 cm, 1 mm ou quoi. Parce que je crois plutôt, moi je suis assez pessimiste, parce que, comme a dit Baudouin-Amba ici, déjà le déficit communicationnel. Pourquoi il y a déficit? Il y a beaucoup de choses certainement que nous ne maîtrisons pas. Mais en tout cas, on devait être dans l'obligation de communiquer sur Bunagana. Parce que il y a des infiltrés. Il faut les neutraliser. Comme a dit Baudouin, on sait que Kabila avait une armée de parade. On le sait. Mais commencer à les mettre hors d'état. Ils sont combien ces généraux rwandais ou ougandais? Ils sont combien? Et j'ajouterai, nous avons peur de quoi? Voilà. Si vous savez que l'armée est infiltrée, il faut maintenant passer à l'autre phase, qui est de désinfiltrer l'armée. Je fais encore une parenthèse avant de laisser la parole à M. Baudouin. Avec l'Ukraine, le président ukrainien avait limogé un de ses proches qui s'occupait des renseignements militaires, si je ne m'abuse, pour les mêmes raisons, M. Amba. Comparaison n'est pas raison. Il faut dire que à l'est, c'est-à-dire le sud Kivu, le nord Kivu, l'Ituri, je dirais que tous les militaires qui sont là sont des militaires mixtés.
mixé et brassé. C'est-à-dire toutes les anciens du CNDP. Les rébellions qui ont été intégrées au nom de la paix. Essayez d'expliquer mixé et brassé. Mixage, brassage. Oui. C'est-à-dire que lorsque on a signé un accord de paix avec le CNDP de Laurent Nkunda, qui est toujours en liberté, quelque part au Rwanda, avec un mandat international. Ça, c'est en 2008. Il fallait que les troupes... D'abord, l'idée de mixage est venue après Sun City. Il fallait que les anciennes rébellions et le gouvernement forment la nouvelle armée nationale. Ça, c'est le mixage. Par contre, oui, les gens du CNDP disent « Ah non, nous on est déjà ici, il faut un brassage. » C'est-à-dire vos gens viennent nous trouver. Nous, on ne fait pas de mixage avec eux. Et nous sommes là au Kivu, nous sommes au sud, au nord, que les autres viennent nous rejoindre. Donc eux, ils sont majoritaires dans l'Est. Donc il faut vraiment purger l'armée au niveau de l'Est, que ce soit au niveau de commandement, que ce soit même au niveau comment dire, de chefs militaires intermédiaires. Il faut purger. Ils ne veulent pas être affectés dans d'autres régions que les trois là. C'est-à-dire, c'est ça, donc mixage et brassage, c'est le brassage, vous êtes éparpillé, mixage, vous restez dans vos unités existantes et vous collaborez avec vous. Venez entrer. Donc voilà un peu. Donc, non mais voilà, 96 jours d'occupation. Je crois que le diagnostic est là, nous savons tout ce qui a lieu de faire, nous attendons à ce que le gouvernement qui donne des instructions aux armées de faire ce qu'ils ont à faire. Nous comptons les jours et nous espérons que nous n'allons pas compter trop longtemps, puisque les morts continuent, la situation s'aggrave, si les gens s'installent, commencent à gérer la cité, à utiliser une autre monnaie, etc., ça ne peut plus durer. Nous serons toujours là pour vous le rappeler. Nous allons tout de suite entrer dans le deuxième sujet d'aujourd'hui. Comme chacun le sait, c'est la rentrée parlementaire, ça a été la rentrée parlementaire le 15 septembre. Cette dernière session de l'année civile est une session budgétaire. Pour rappel, l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en session ordinaire 2 fois par an, des sessions de 3 mois, et chaque 3 mois, ils retournent dans leurs fiefs électoraux respectifs pour prendre langue et récolter les informations nécessaires sur la situation de ceux qui les ont envoyés à l'Assemblée et au Sénat pour rendre compte et essayer de trouver les solutions. Voilà, nous y sommes. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a remis au président de l'Assemblée nationale le projet de loi de finances pour l'exercice 2023, donc la loi 2022 pour l'exercice 2023, qui comprend le budget, c'est-à-dire les recettes et les dépenses qui seront effectuées au courant de l'année 2023, budget dit en équilibre, et ce projet de loi semble être supérieur à ce qui était le projet, ou plutôt le budget de l'an dernier, c'est-à-dire de cette année en cours, 14,6 milliards de dollars, et à l'année passée c'était un peu moins de 12 milliards si ma mémoire est bonne. Que devons-nous attendre de cette rentrée parlementaire? Qu'est-ce que cela imprime chez vous? Je vais un peu lancer les débats de manière un peu soft. Allez-y, allez-y. Oui. Ce qui m'a frappé, c'est de voir une photo, des images, le président de l'Assemblée nationale qui reçoit le projet budgétaire de Sam Alukonde. Donc, les autorités congolaises en ont fait une grande information, que le Premier ministre vienne nous remettre le projet du budget. On n'a jamais vu ça nulle part. Donc en fait, c'est un peu comme si nos autorités étaient plus portées sur les accessoires. La forme, etc. Il n'y a aucune information. Parce qu'ils se vantent de dire qu'ils le remettent à temps. Oui. Justement, c'est une évolution. Hein, j'allais rebondir sur ça. Je vous laisse vous donner la perche. Le Premier ministre Yogo a même fait une communication pour dire que c'est vraiment
première. La fois passée, il était arrivé dans le délai constitutionnel, aujourd'hui aussi. Mais enfin, c'est une normalité qui découle de soi. Nous sommes tous d'accord. Oui, mais pour nous, c'est... bon, c'est un peu ce qui m'a frappé du côté soft. Vous êtes en train de soft, mais c'était quand même... Oui. Pasteur Bobo, M. Abba... Moi, je voudrais surtout dire que cette session est une session budgétaire, mais ça sera une session très électorale. Parce que la session prendra fin au mois de décembre. C'est ça. Or, c'est l'année prochaine, l'année électorale. 2023. Oui, et le pays va rentrer dans une sorte de service minimum. Tout le monde n'aura penser que sur les élections. Et je risque de grignoter un peu le deuxième thème. Allez-y, vous pouvez nous introduire en... À propos du financement de la CENI. Un petit rappel. Sous le président Mobutu, on devait avoir les élections générales en 91. 91, comme disaient les Français. Oui. Et lorsqu'on est arrivé à 94, au mois de juillet, le Premier ministre Kingo a dit qu'il y avait 20 millions d'électeurs. Et chaque électeur devait coûter 10 $, ce qui faisait 200 millions de dollars pour organiser les élections. Et le problème, c'est que le budget de l'État à l'époque, c'était 350 millions de dollars. Donc on avait Nous sommes en 1994. 94. On n'avait pas assez d'argent pour ça et on demandait à la communauté internationale, comme d'habitude, d'intervenir. Comme d'habitude, c'est juste un petit détail. Alors, en 2006, les élections ont coûté 450 millions de dollars. L'État congolais n'a déboursé que 10%, tout le reste, c'était la communauté internationale. Lors des élections de 2011, Abbé Malumalu, qui a fait les estimations dans un premier temps... Président de la CENI, oui. Il a parlé de 750 millions de dollars qu'il fallait pour ça. Mais aux dernières nouvelles, ça a coûté 1 milliard et des. Dépassement... Oui, et on ne sait pas l'origine de cet argent parce que Kabila ne voulait pas une intervention extérieure. Une manière de, comment dire... de faire de l'élection de 2011 son affaire à lui. Alors, pourquoi je dis tout ça? Parce que maintenant, il semble que la CENI a déjà reçu 300 millions de dollars. Du gouvernement. Du gouvernement. Et le coût total des élections, c'est plus ou moins 600 millions. Donc nous sommes à 50% de détachement. Mais il y a des voix, peut-être... un peu fatalistes qui pensent que les élections ne pourront pas se tenir à la date échue, c'est-à-dire d'ici octobre 2023. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'on n'aura pas tout terminé, nettoyage de fichiers électoraux, l'enregistrement, l'enrôlement des électeurs, on ne pourra pas terminer. Et pour le Kadima est très optimiste. Mais on va voir. D'accord. C'est un challenge pour lui. C'est ça que je voulais ajouter un peu. En effet, voilà. Donc les élections approchent. Le financement de la CENI est quelque chose qui va absorber énormément d'argent. Les réflexions fusent de toutes parts. De toutes les manières, on se dit, voilà, nous avions des machines électorales qui ont servi d'imprimante pour les dernières élections. Faut-il encore racheter de nouvelles machines pour imprimer? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas réutiliser le matériel que nous avons? On avait acheté des véhicules, des moteurs de barge, toutes sortes de choses pour... Je crois qu'il faut avoir une économie circulaire, pouvoir utiliser ce qui est encore opérationnel, fonctionnel, et travailler sur base de cela. Nous sommes dans l'ère numérique. Il y a tous les outils, les techniques nécessaires pour enregistrer, sauvegarder les informations, etc. Nous encourageons la Commission électorale nationale indépendante de la RDC à se servir de ces outils pour que nous puissions comprimer le temps si nécessaire, ou plutôt les activités pour rester dans le temps.
Voilà, nous allons suivre ça de très près, de toutes les façons. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur ce point. Non, mais je voudrais un peu rebondir sur votre discours. Dites donc. Vous parlez un peu du reconditionnement du matériel utilisé. Vous parlez de la RDC, je crois. Nous sommes bien en RDC. Alors là, vous devez savoir que quand vous parlez de la RDC, vous devez aussi tenir compte des hommes. Le matériel qui avait été acheté avant, aujourd'hui n'existe plus. Vous savez, celui qui était là avant, il a inventé une histoire, une très belle histoire. Il y a eu un incendie d'un dépôt. D'une partie du matériel. Et l'autre partie n'était plus utilisable. Donc aujourd'hui, il faut tout racheter. Il faut tout racheter. C'est là qu'intervient l'homme congolais parce qu'il y a. On va. Je vous laisse finir. Vous êtes en train de nous y conduire tout doucement. Bon, c'est pour cela qu'il faut parler de l'homme congolais qui adore acheter parce qu'il y a des dividendes, il y a des pourcentages, ainsi de suite. Donc il ne faut pas parler du matériel ancien, de la CENI ancienne. Ils sont arrivés. Ils ont un budget. Je voulais aussi ajouter quelque chose sur ce que vous avez dit. C'est que les Américains, quand Blinken est arrivé à Kinshasa, le secrétaire d'État américain a promis une enveloppe de 300 millions de dollars d'aide américaine aux élections. Donc 300 plus 300, ça devrait faire le budget quand même pour les élections. Merci M. Ladou. Je voulais aussi ajouter quelque chose, c'est qu'il y a un opposant qui est d'accord avec Kadima, Fayoulou, qui dit qu'il est d'accord avec la gestion des Kadima de la CENI. Et ça, c'est quand même positif pour l'avenir des résultats. 14,6 milliards là. On dit qu'il y a un boom, boom économique. Pourquoi 14,6? J'aimerais même qu'on puisse nous dire, nous expliquer clairement. Je crois que le Congo peut aujourd'hui se permettre d'oser même 30 milliards de budget. Nous allons attendre, parce que comme le projet de loi est réservé d'abord à l'Assemblée nationale, au Sénat, etc., on va suivre ça de très près et personnellement, j'essaierai de vous apporter les réponses à votre question, puisqu'apparemment, c'est les recettes propres qui ont augmenté, mais nous allons suivre ça de très près. Avec la rentrée, il y a aussi un point qui a secoué pendant les vacances, c'est le salaire des députés, 21 000 dollars américains. Par mois. Nous en avions parlé à notre dernière édition. C'est la rentrée, bon, on aimerait bien qu'ils puissent nous éclaircir, que tout soit clair. Dans le budget là, on va réserver combien pour les députés, ça va augmenter, ça va descendre. Ça, j'espère que les électeurs qui ont vu leurs représentants pendant les vacances parlementaires ont posé cette question pour que leurs élus puissent en faire part. Monsieur Amba, oui. Et puis nous entrons dans notre prochain sujet. Je voudrais revenir un peu sur le montant du budget. 14 milliards 6. Aujourd'hui, on nous dit que les réserves de change ont augmenté aussi. On est autour de 5 milliards, je crois. 4,1. Oui. Or, le grand problème aujourd'hui, c'est que c'est au niveau de la redistribution. On ne sent pas une redistribution au niveau des services sociaux de base, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, les soins de santé, les infrastructures. On ne sent pas. Donc, il y a maintenant une divergence entre les gouvernants et le public. Les gouvernants citent des chiffres. Les gouverneurs, eux, ils disent on ne voit rien. Ça augmente, mais eux, toujours rien. On ne voit rien. Il n'y a aucun impact sur le vécu quotidien. Et c'est ça le grand problème. Tous ces chiffres, c'est beau, mais est-ce qu'il y aura un impact sur la vie quotidienne de la population? Le chef du gouvernement a dit dans son allocution qu'ils allaient faire tout pour que la redistribution se fasse à tous les échelons. Un peu technique, le PNUD de chaque année. Le programme des Nations Unies pour le développement sort ce qu'on appelle l'État ou les rapports. L'indice de développement humain. L'indice de développement humain. L'IDH. Chaque année. Or, en 2020, nous étions 175e
Et dans le rapport de 2021, nous sommes 179e. Donc nous avons régressé. Vos 4 places. Mais le budget a augmenté. Oui. Le budget a augmenté, les ressources, les réserves de change ont augmenté, mais on a régressé de 4 points. Très bien. Donc il y a un problème. Je voudrais quand même ajouter un élément à décharge. C'était quand même à charge. À décharge, il y a ce qu'on a appelé le projet de 145 territoires qui vient d'être initié et qui a été lancé. Ah oui. Et ce programme de développement à la base va coûter 1 900 000 $. 1 milliard. Ah, 1 milliard 900 000 $. Répartis sur 3 ans. Budgétisé. Je crois que le projet va être budgétisé sur les 3 années budgétaires. Et je voulais dire que dans le relevé, dans l'énoncé des motifs de ce projet-là, on parle de la situation catastrophique des populations des milieux ruraux, et ainsi de suite. Donc c'est dans ce cadre-là qu'ils veulent relever le niveau à partir de la base pour venir vers la capitale. Donc je crois quand même que c'est à décharge pour le gouvernement, c'est un point positif pour relever le niveau. Et ce programme-là va être géré par les bases successives. Donc ce n'est pas Kinshasa qui gère le développement. C'est bien les territoires. Voilà. Nous serons témoins. Oui, c'est un projet. C'est un projet, oui. Très bien. Nous serons témoins. Avant d'aborder un dernier point qui va nous prendre beaucoup de temps, je voudrais quand même qu'on s'arrête un peu sur la situation d'un conflit interethnique qui a lieu entre la population Teke et les Yaka. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, puisque ce sont nos populations, ce sont nos compatriotes qui se meurent. Là, c'est triste, et si on ne fait pas attention, ça peut être généralisé dans tous les bandes de dos. Parce que quand j'ai appris qu'il y avait d'autres tribus qui s'entretuaient à cause de ça, donc c'est vraiment, il faut sonner la sonnette d'alarme, il faut vraiment bien regarder. Ça peut aussi arriver à l'Équateur, par-ci par-là, un petit pont foncier et qui dégénère, et ça compte. Et Kouamount, là, c'est à 200 km de Kinshasa. C'est pas loin. Moins de 200. Moins de 200. Or, à Kinshasa aussi, dans des quartiers comme Tchango ou les Kalouka, il y a beaucoup de ressortissants du Bandundu. Donc, attachés à leur fief, leur terroir, ça peut arriver. Donc, si nous étions dans un gouvernement, c'est un élément à risque qu'il faut surveiller. C'est à haut risque, il faut surveiller, aller sur place. Il faut aller sur place, parler avec eux. N'est-ce pas déjà le cas? Vous avez des informations à ce sujet? Agence congolaise de presse, Congo indépendant. Mais écoutez, vous savez, la ville de Kinshasa, on a dit que Kouamount est à quelques kilomètres très près de Kinshasa. Kinshasa est la propriété, disons, les premiers habitants de Kinshasa sont les Teke et les Umbu. Les Umbu sont du côté du Congo central, alors que les Teke vont du côté Nsélé vers le Bandundu. Donc Kouamount est un terroir Teke. Et depuis longtemps, depuis des siècles, ils ont toujours vécu ensemble en harmonie avec les arrivants. Donc les Yaka sont entrés dans le territoire Teke, comme évidemment en toute solidarité, il n'y a pas dans un territoire voisin. Et ils ont occupé des terres, hein, mais comme ça a toujours existé dans nos sociétés traditionnelles, il faut payer des dividendes aux propriétaires terriens. Et donc, j'ai bavardé avec quelqu'un qui est assez bien introduit dans le dossier foncier, dans ce coin-là de Kouamount, qui m'a dit que les Yaka qui sont entrés à Kouamount ont créé une communauté assez unie, avec des chefs coutumiers, ainsi de suite. Mais les dividendes sont toujours payés aux chefs coutumiers Teke. Alors, quelle est l'origine du conflit foncier? C'est que... Très intéressant. Peut-être ça serait bien de savoir ce qui se passe. Mais c'est vrai, parce que beaucoup de gens, moi j'ai été interpellé par quelqu'un qui
raisonne tout, qui met tout sur le raisonnement politique. Il me dit non, c'est un homme politique qui est derrière l'histoire. Je me suis renseigné un peu chez l'ami en question qui est un peu introduit dans le dossier foncier du côté Kouamout, qui me dit, mais en fait, ils cohabitent depuis des siècles. Oui. Ils payent le dividende parce qu'ils occupent les terres des autres, qu'ils utilisent, c'est normal, ça se fait dans toutes les sociétés traditionnelles. Mais qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? C'est que le chef Teke a augmenté juste la hauteur des dividendes. C'est-à-dire si on doit payer un sac de haricots ou un sac d'arachides, il a dit, ah non, cette fois-ci c'est 2 sacs. Donc c'est juste ça. Juste ça. Donc d'après les informations que nous avons, le chef, les Yaka sont allés se plaindre à leur chef pour dire, écoutez, ça commence à changer. Le chef Yaka a organisé une délégation pour aller voir le chef Teke, mais c'était un rendez-vous. Et le chef Teke était absent. La délégation Yaka est arrivée à rencontrer le fils Teke. Et le fils Teke, lui, ne raisonne pas avec la sagesse des vieux. Il a sorti un fusil et il a tiré, blessant un des Yaka. De la délégation. Et c'est là le conflit. Le conflit a commencé là-bas. Bon, maintenant, je crois qu'il y a quand même des chefs territoriaux. D'ailleurs, il y en a un qui a été viré. Je ne sais pas s'il a mal géré l'histoire ou quoi, ça, la suite, je ne sais pas. Mais ce qui est dangereux, c'est que le conflit est en train de s'étendre. Alors que... Et on coupe les têtes des autres tribus. Oui, alors qu'on pouvait éteindre le feu dès que ça commençait à couver, mais bon, voilà. Mais ce n'est pas, on sait pour les questions, ce n'est pas la récupération politique. Parce qu'on est à une année limite des élections. Et que c'est aussi des fiefs de l'opposition. On se pose des questions de ça. Mais l'origine, si telle est expliquée, politiquement, ça peut... oui, quand on écoute beaucoup d'analyses politiques, on pense que ça peut aussi être... il faut pouvoir l'étayer. Moi, je crois plutôt que dans l'avenir, dans le futur, ça peut être les politiciens peuvent récupérer la situation. Mais à l'origine, il s'agit d'un conflit foncier entre deux communautés. Il n'y a aucune politique là-dedans. Mais quand on tue d'autres tribus, à part les Yaka et les Teke, il y a d'autres qu'on tue. Mais c'est... Ouais. Enfin, je vous laisse... on va de toutes les façons... les autorités doivent prendre... La communication du gouvernement sur provincial, on dit que quand les gens arrivaient vers Kinshasa, on arrêtait les bus, on fait sortir tuer quoi, Mbala, Yaka, pas vous mettez de côté, pas on tue. Oui. Mais c'est ça de... Alors là, ça devient très très grave. Nous allons suivre ça. Je ne sais pas si M. Ham a quelque chose à rajouter sur cette question. Oui, moi, ce que je voudrais souligner ici, c'est cette montée en puissance des forces centrifuges. Des gens qui cherchent une sorte de séparatisme. On a vu, depuis que l'AFDL est arrivé, parce qu'il faut quand même reconnaître une chose, le président Mobutu s'est battu pour rassembler les Congolais, les Zaïrois à l'époque. Et il disait d'ailleurs, et c'était même dans la Constitution, que le Zaïrois est partout chez lui. Il peut aller là où il veut, il n'est pas un étranger. Et d'ailleurs, on a vu, les gens allaient facilement, on trouvait un Monuba à l'Équateur. Tout à fait. Se faire élire. Oui, par exemple, tout à fait. Un homme comme l'ancien gouverneur du Nord Kivu. C'est pas Ngoma, comment il s'appelle là, il venait de mourir là. Il a été élu à Goma, simplement parce qu'il a été un des gouverneurs appréciés. À l'Équateur, par exemple, Jonas Mukamba était très apprécié, il a été gouverneur 2 fois. Donc il y a eu un brassage. Il y a eu, si on peut dire, un vrai brassage. Un vrai brassage. Et ça, il faut un meneur d'hommes. Le président Mobutu avait mis un point d'honneur dans le rassemblement. Ça, c'est un. On a vu avec l'arrivée de la FDL, on nous parle de clivage Est-Ouest. Quand il y a eu élection présidentielle, à Jean-Pierre Bemba a beaucoup de voix à l'Ouest, Joseph Kabila à l'Est. Ce sont des notions inconnues jusque-là. Artificiellement
distillé ou instillé dans l'esprit des gens. On voit maintenant, avec le découpage du pays en 26 provinces, prenons un exemple, au Katanga. Les gens du Haut-Katanga demandent aux gens, aux originaires... Tenez bien votre micro. Aux originaires de Tanganyika, d'aller au Tanganyika. Et ils demandent à ceux de Haut-Romani d'aller chez eux, alors que ce sont tous des Katangiens. Oui. Je me demande si entre le sud et le nord ou Bangui, le problème ne se pose pas encore. Mais en tout cas, à l'équateur, au niveau de Mbandaka, on commence à exclure, par exemple, les Moussa, parce que ce sont des gens de Mongala. Je crois que c'est vrai que cette décentralisation peut nous préjudicier. Ça a été mal conçu et mal appliqué. Ouais. Donc, on voit la résurgence du tribalisme. L'unité nationale a pris un coup avec ça. Et on a vu avec Madame Mounongo, la sénatrice de l'ensemble de Katumbi, qui a dit, écoutez, j'appuie l'idée de mon père et qui parlait de sécession du Katanga. Les Balouba mangent le chien. Nous sommes alors que ce sont des compatriotes. Nous allons suivre ça de très près, ça devient périlleux. Une main noire derrière le pays voisin. Non, mais non. C'est-à-dire que nous devons, nous autres Congolais, commencer quand même à... Mais à nous de régler nos problèmes. Je pense que l'appel est lancé à tous. Il faut que nous puissions retrouver ce côté national. Soit dit en passant, et je m'arrête là-dessus, la notion de nationalité une et exclusive dans les constitutions successives de la République viennent de cela. Lorsqu'on parle de nationalité une et exclusive, on ne visait pas une nationalité étrangère à nos peuplades. On craignait qu'il y ait une République populaire du Congo, qu'il y ait l'État katangais, le Sud Kasaï autonome, et qu'il y ait plusieurs nationalités administratives sur le même territoire. Mais ça, c'était soit dit en passant. Oui, excusez-moi, le pays a plus que jamais besoin d'un leadership rassembleur. Alors, Yogo, justement, toi, je voulais intervenir, j'allais rebondir sur l'expression un leadership rassembleur. Parce que ici, nous avons discouru pour dire que la décentralisation a été mal pensée, ça conduit à plus d'exclusion qu'avant, ou ça a donné de velléité d'exclusion. Mais je crois que quand on parle de leadership, c'est ça la notion managériale. Tout à fait. Si le manager lui-même donne des ailes à l'exclusion, ça devient dangereux, ça devient même punissable par la loi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le manager suprême, lui, doit donner non, parlons du chef de l'État. Oui, le chef de l'État doit donner l'exemple de l'unité, de l'union. Ce n'est que de cette façon-là que les autres vont se retrouver dans cette unité. Mais dès que, au niveau du gouvernement central, on voit un certain favoritisme régional ou tribal, ça pousse les autres aussi à se cabrer. Moi, je vous donne un petit exemple. Là, on est sous Joseph Kabila. J'arrive à Kinshasa, je devais être reçu au ministère du budget qui est logé dans l'immeuble intelligent sur le boulevard du 30 juin. C'est un immeuble où on a logé plusieurs ministères. Donc je devais être reçu là-bas. Alors j'attendais à la salle d'attente. Il y a des portiques, hein, comme à l'aéroport, des portiques de sécurité. Et les gens qui travaillent dedans passaient par les portiques, évidemment nous aussi. Nous on attendait être appelés. Alors je vois des gens sortir de l'immeuble intelligent, donc des fonctionnaires, sortir des portiques. Ils étaient assez nombreux puisque c'était déjà autour de 12 heures. Ils étaient, excusez-moi, tout petit détail. J'ai posé la question à l'ami qui était à côté de moi. Vous voyez ce que moi je vois, vous voyez aussi ce que moi je vois. Mais pourquoi tous ces gens qui sortent sont petits détails? Le gars qui était à côté de moi, il me dit c'est des nandés. Je dis des nandés, il y a une réunion de nandés ici. Non! Depuis que Joseph Kabila a pris le pouvoir avec ces gens de Kivu et consorts, on a amené tellement de nandés ici que tout l'immeuble est plein de nandés.
Donc vous voyez un peu comment on peut tuer une république. Le tribalisme a commencé. Je crois qu'on doit revenir à cette idée de patriotisme, de ce que le maréchal Mobutu avait, non pas en étant maréchal, mais avait fait un point d'honneur, comme vous l'avez dit, de rassembler. Mais moi, je trouve beaucoup plus, avant de passer, pour Bandundu, il y a un risque qu'à Kinshasa, les gens du Bandundu de Kinshasa puissent s'entretuer. Il y a un risque, si le gouvernement ne fait pas attention, ça peut être exporté. C'est moins de 200 km de Kinshasa. Si mon père, qui est, exemple, Yaka, a été tué par un ticket, et que moi je suis à Kinshasa, je peux facilement me venger chez mes voisins s'ils sont tickets. De toute façon, nous appelons à l'appel, mais que le ministère de l'Intérieur et les services concernés puissent vraiment faire attention à cette situation. C'est ça que je lance de nouveau le message. Le ministère de l'Intérieur et les services concernés puissent prendre ce sujet à bras le corps. C'est une bombe. Voilà, nous sommes tous Congolais et avant d'être de toute autre tribu. Alors nous allons, vu que le temps est jaloux, finir sur un sujet qui est devenu viral sur les réseaux dits sociaux. L'affaire de ce conseiller en matière de stratégie à la présidence de la République qui a été piégé par des investisseurs suisses, prétendus investisseurs suisses, et qui ont filmé les différentes rencontres avec ce conseiller à la présidence. Et ce conseiller, nous y arrivons, et ce conseiller, dans ses propos, a finalement fait comprendre, et c'est le point que je voudrais vous faire, sur lequel je voudrais vous faire intervenir, cette phrase qui pour moi est très grave. Le président ne peut pas faire des affaires, le président c'est moi. Et lorsque je dis moi, ce n'est pas moi, c'est des prête-noms, etc. Je ne vais pas rappeler tous les faits de cette affaire, mais je vous laisse à chacun, disons 5 minutes pour commenter cette situation grave. Soit dit en passant, le conseiller a remis le fameux conseiller a remis sa démission vendredi 16, donc hier, pour pouvoir se défendre, disons ça comme ça. Qui ouvre les hostilités? Les conseillers, c'est oui, je vous laisse parler. Moi, je vous donne la structure, la fonction. Vous qui êtes de la presse. Indépendant, il y avait des autres amis. On l'a reçu dans une interview. Moi, personnellement, je l'ai reçu plusieurs fois avant qu'il soit conseiller dans beaucoup d'émissions, dans beaucoup d'émissions ici à Bruxelles. L'affaire Videti Manga, si on peut le dire comme ça, a raflé, a confisqué l'actualité. On ne parle même plus des Mukwege qui étaient à Bruxelles. On a oublié Mukwege, on a oublié même Tshisekedi qui sera à Washington. À New York. Farouk qui est là-bas, personne n'en parle. Aujourd'hui, c'est Videti Manga. Moi, c'est le président, c'est grave. Le président, c'est moi. C'est trop grave. Bon, il a démissionné. Il devait démissionner. On l'a poussé à démissionner. C'est qu'on l'a poussé à démissionner. Est-ce qu'ils ont des amours? On dit quoi? Est-ce qu'ils ont fait. Sauter le fusible? Est-ce que le fusible est sauté? Ça, c'est aussi une question. Mais il fallait quand même qu'ils puissent le pousser à la sortie. Mais c'est grave, le président c'est moi c'est le président. Moi, quand j'étais président dans ce pays, il y avait des ministres, mais on n'a pas vu ça quand même. Un conseiller en matière stratégique, je ne sais pas s'il y a, à l'époque de Mobutu, il avait ces postes-là, je crois que c'est. Il n'y avait pas. C'est bon, quand il a posé la question, je crois. Donc, un conseiller en matière stratégique. C'est pour ça que je vous pose, vous avez eu l'occasion de discuter avec lui, de l'interviewer. Des actes probants. Il est avec des gens qui ne les connaissent pas, qui ne connaissent pas des gens, mais tu t'exposes, il est ouvert, il parle à l'aise, c'est grave.
Je me tourne à ma gauche. Oui, je préfère laisser la parole à Amba. Moi, je me pose la question si à travers Vidi Chimanga, certains milieux occidentaux ne cherchent pas à atteindre Félix Tshisekedi. Parce que quand vous dites cette phrase qu'il a prononcée, le président c'est moi, il voulait en fait dire que si je dis au président quelque chose, il ne peut pas refuser d'accorder. Je vais juste rajouter un élément, oui. Puisque j'ai revu la scène plusieurs fois. Il a bien commencé par dire « le président ne peut pas faire des affaires ». Oui, voilà. Le président, c'est moi. Oui. Il sous-entendait, je vais le dire alors clairement, qu'il faisait ses affaires au nom du président. C'est comme ça que moi j'interprète cette phrase dans la suite phraséologique. C'est plutôt mieux d'interpréter ça comme suit. Je vous laisse, donc je vous ai donné le président la séquence. Il dit, le président ne peut pas faire des affaires, le président c'est moi. Il faut interpréter ça dans le sens que le président fait des affaires, mais à travers moi. Je vous repasse la parole, c'était juste pour remettre le contexte de cette phrase sibylline. Oui, vous savez, je voudrais prendre une illustration. Notre pays n'a jamais eu un ambassadeur américain aussi, je ne sais pas si on peut dire, congolophile, comme Mike Hammer. Mike Hammer a passé 3 ans et demi, je crois, chez nous, et il n'y a pas eu d'investissement américain durant son mandat. Je confirme. Et Mike Hammer n'a cessé de répéter que les investisseurs américains viendront lorsqu'il y aura une lutte contre la corruption. Et beaucoup de compatriotes se plaignent. Ils vont à Kinshasa avec un projet, ils vont à la présidence, on leur demande un pourcentage, comme a dit M. Vidi Chimanga. Même pour voir le chef de l'État, une audience. Tout se monnaie. Tout se monnaie. C'est que c'était l'habitude. Oui. Alors moi je me pose la question, si on ne cherche pas à atteindre le chef de l'État, parce qu'avant Vidi Chimanga, il y a eu la visite de M. Amos Hochstein, l'envoyé spécial du président Joe Biden pour les minerais et tout ça. Il a loué notre pays pour les minerais, les terres rares que nous avons, lithium, cobalt, mais il dit, ils attendent que le pouvoir congolais fasse preuve d'une lutte effective contre la corruption. Tout à fait. Donc, avec l'affaire Vidi Chimanga, je me pose la question si ce n'est pas une bombe à retardement. Ça fait beaucoup de bombes. Donc, le pays est vraiment sur une poudrière pour le moment. C'est une affaire qui pourrait avoir d'autres rebondissements, sans doute. Ouais. Parce que là, apparemment, il y a du racket, il y a du trafic d'influence, il y a aussi ce qu'on appelle les paradis fiscaux, le délit d'initié, c'est-à-dire profiter d'informations privilégiées pour créer des sociétés afin de... Voilà. C'est un élément encore. Selon beaucoup d'analystes, les Américains n'ont pas beaucoup digéré l'accord qui a été signé avec Dan Gettler pour régler, soi-disant, le contentieux avec lui. Ça a été fait essentiellement à la présidence de la République. C'est le directeur de cabinet du chef de l'État qui a signé. Et les Américains ont exigé qu'on publie cet accord. Et l'accord n'a jamais été publié. Donc, ça sent mauvais. Monsieur Lang, je vous sens trépigner. Non, dites-nous. Non, je ne trépignais pas. J'ai laissé mon aîné Amba qui maîtrise mieux le dossier en question. Mais quand vous voyez le communiqué que publie le service de communication de la présidence, qui dit que le président de la République a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, même si vous travaillez à la présidence, au cabinet, la rigueur de la loi... vous subirez les effets de... Vous subissez aussi la rigueur de la loi. Donc, en fait, c'est après la vidéo, on sort un communiqué comme ça, comme si on s'adressait aux petits-enfants. Donc, c'est comme si c'était la présidence de la République qui a traqué les fraudeurs et on a attrapé Vidi Chimanga. Alors qu'ils sont dans
disons dans le même sac que Vidi et Chimanga, parce que l'histoire de Vidi et Chimanga ne commence pas aujourd'hui. Et tout le monde le sait, l'histoire de pourcentage, de rétrocommission, et tout le monde est au courant de ça. C'est une COP, disait le chef de l'État. Oh oui, exact. Donc en fait, ils ont été pris à court. La présidence a été prise à court après qu'il y ait cette histoire de Vidi et Chimanga. Mais il faut dire que le consortium qui mène cette enquête avait un objectif. Évidemment. Il y a d'abord un alibi pour arriver à l'enquête. Ils savaient que le marché congolais est dominé par une opacité assez maladive. Et alors, ils avaient besoin d'éléments. Ils ont pris 2 enquêteurs qui sont arrivés, qui ont piégé, entre guillemets, Vidi et Chimanga. Mais il faut comprendre le mot piégé dans le sens positif du terme, parce que c'est une méthodologie d'enquête. Je vous donne un exemple ici, plus près de nous, en Belgique, quand il y a eu le scandale de pollution d'eau, de quelle société là? C'est une société belge là, qui a pollué et les gens des parages commençaient à avoir du cancer et ainsi de suite. Alors il y a eu une réunion des actionnaires. Une réunion des actionnaires où on ne pouvait pas poser de questions. Donc, il s'agit de la société Solvay. De Solvay. Voilà. Alors, il y a un journaliste qui est entré dans la réunion qui ne peut pas poser de questions. Or, il est journaliste, il est là pour poser des questions. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté une part, il a acheté une action. Il est devenu actionnaire et donc il peut poser une question. Donc ça, c'est une méthode d'enquête. C'est ça. Donc, Vidi a été piégé, mais un piège normal. Moi, je me pose aussi des questions. La présidence était au courant quand Vidi avait fait son droit de réponse. On lui avait rappelé pour faire le droit avant de publier. C'était le journal Le Temps, si je me trompe. Le Suisse, la Confédération de soit Vidi avait caché au président, ou bien soit il avait expliqué que j'ai un problème, j'ai été piégé. Et il a été couvert à un certain milieu. Donc, si le président savait, si la présidence savait, pourquoi on ne lui a pas limogé avant le scandale? Mais le fait de limoger avant le scandale, c'est dire que vous êtes au courant de la situation? Non, c'est-à-dire que la présidence pouvait se couvrir. Mais aujourd'hui, Parce que la présidence est impliquée ou pas? Lorsqu'on dit la présidence, on parle du président de la République ou de la présidence comme étant l'organisme? Il faut un procureur pour ce. C'est-à-dire, c'est à ça que je voulais en venir. Lorsque des cas d'infraction présumés apparaissent, le procureur, parce que c'est sa tâche, enquête tout de suite pour savoir de quoi il s'agit. Surtout à ce niveau-ci, une autosaisine. À ce niveau-ci des privilèges ou des titres des personnes impliquées, et lorsqu'on cite le chef de l'État, il faut quand même qu'on puisse voir. Et ça, je le dis pour le public, il faut aussi ne pas oublier une chose. La République a des institutions. Beaucoup de ces institutions sont là pour contrôler l'action du gouvernement, les dépenses et tout ce qui est fait. Nous avons le Parlement, qui non seulement légifère et élabore les lois, mais contrôle l'action du gouvernement. Quand on dit contrôle l'action du gouvernement, c'est-à-dire les recettes et les dépenses sont, j'allais employer un terme anglais, scrutinized. Il faut vraiment aller cribler, passer au crible toutes les dépenses. Et pour les aider, il y a la Cour des comptes qui remet un rapport trimestriel. Donc on a le temps de voir comment l'argent circule. Il faut utiliser ce que nous avons. Il y a la cellule nationale des renseignements financiers qui est là aussi pour traquer les mouvements d'argent, etc. Quand des gens font des virements de plus de 10 000 $, déjà, il y a des alertes qui se font au niveau des banques. Il y a l'inspection générale des finances. Et je vais finir par là. Et le dernier organisme qui a été créé, l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, l'APLC, et les autres observatoires de la dépense publique, et la société civile, l'ICOCO, etc. Autant d'organismes
Et ce genre de choses arrivent. Et puis, il a dit, il a parlé en anglais, il ne maîtrise pas l'anglais, ses propos ont été interprétés. Nous, quand même, on comprend l'anglais. On va le dire en anglais. How stupid do you think we are? À quel point pensez-vous que nous sommes stupides? Ça, c'est quand même se moquer des gens. Mais je voulais aussi relever... C'est mon Dieu, parce que je voulais aussi relever une autre stupidité que nous avons, c'est que la présidence elle-même se piège. Parce que l'IGF, par exemple, fait partie de la présidence. Oui, relié à la présidence. Comment voulez-vous que l'IGF aille enquêter à la présidence? L'APC est un service de la présidence. Comment voulez-vous que cette agence-là aille enquêter? Donc en fait, il y a, vous savez, on dit par exemple que le pouvoir judiciaire est indépendant. C'est pour les fonds publics. Oui, mais d'accord. L'IGF, c'est pour les fonds publics. Les fonds publics sont gérés partout. La présidence, les fonds publics aussi sont gérés. Donc le problème qui est là, c'est qu'on devait au moins faire un peu comme le pouvoir judiciaire, toute cette histoire de contrôle, que ça soit indépendant, que personne ne soit au-dessus de la loi. Voilà. En tout cas, un procureur doit s'en saisir très rapidement, peut-être pour le blanchir de la situation, mais en tout cas doit vérifier. Mais pourquoi juste avant les voyages du président Sévère à New York? Pourquoi avant le vol du président? Pourquoi après la visite de l'envoyé spécial de Joe Biden? Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se cache? Mais je crois que l'enquête s'est faite sur plusieurs semaines ou plusieurs jours. À des lieux différents. Mais comme disait Yogo aussi, les services annexes n'aident pas la République parce qu'il y a eu beaucoup d'impairs financiers qu'on a connus, mais le procureur n'a jamais levé le petit doigt. Et donc, vous savez, l'homme est... je connaissais un prêtre qui disait, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. C'est-à-dire, quand il y a une infraction, si vous ne sévissez pas, une autre infraction va venir. Et voilà. Donc la situation est pourrie parce que le magistrat n'a pas sévi au début. Ça va. Voilà, nous allons bientôt clôturer. Des Russes, un gars de corps russe pour fouiller les journalistes. À Liège. À Paris. Il y a eu un Russe qui a fouillé un castor russe. Mais il n'a pas découvert la caméra. Voilà. C'est après, quand on l'a appelé pour faire l'autre réponse. Ah oui. Bon. Voilà. Il y a juste, je m'excuse, mais je dois le dire, il y a juste ces quelques vers du poème Le Lac de Lamartine qui me reviennent. Autant suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Il me semble que beaucoup dans les institutions sont en train de vivre les plus beaux de leurs jours, mais le temps, je pense, est en leur défaveur pour le moment. Monsieur Baudouin-Amba, je vous remercie pour vos analyses et votre perspicacité. Monsieur Jean-Corneille Landou, vos affirmations acerbes parfois. Merci. C'est une nature. Nous mettent vraiment dans l'ambiance. Et Pasteur Bobo Koyamba, nous apprécions toujours vos tentatives de polémistes qui nous permettent d'avoir des angles de vue différents sur la situation. Nous remercions évidemment l'équipe technique qui reste anonyme, mais sans qui rien n'est possible. Et à vous, chers compatriotes, merci encore de prendre le temps de nous accueillir chez vous. Nous espérons vous servir en faisant ce que nous faisons toutes les 2 semaines. Paix dans vos maisons.